Profitez d'un son remarquable à votre mesure avec Sonos. Regardez un film dans votre salon, écoutez un podcast dans votre chambre ou de la musique dans votre cuisine. Vous pouvez aussi emmener votre musique avec vous dans votre jardin. Écoutez ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, avec le système audio Sonos qui vous ressemble. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sonos.com. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et quelle actu! Aujourd'hui, on a plein de choses dont on veut vous parler. Le Oculus Connect avec des annonces hyper intéressantes. Les annonces d'Amazon aussi avec des produits, on va dire, à 95% surprenants. Mais comme ils en ont annoncé 2000, il en reste quand même quelques-uns d'intéressants. Je ne sais pas si j'ai dit intéressant ou surprenant ou je ne sais plus. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. On a aussi les rumeurs de l'événement Microsoft qui arrive demain. Donc ça va pas être très long, mais également des changements d'orientation peut-être pour Uber, Netflix et d'autres. Et tout ça, on va vous aider à le comprendre, à le connaître et à le décortiquer. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui celui qui est beaucoup plus en forme maintenant qu'on a commencé l'émission qu'en préparation il y a un instant, Jérôme Kainborg. Comment ça va ? Eh ouais, the show must go on. Tout à l'heure, j'avais une voix complètement explosée, mais là, j'ai la pêche. Je suis à fond dans l'émission. C'est l'effet Rendez-vous Tech. Exactement. Tu nous disais, il y a Corben aussi de l'autre côté. Comment ça va, Corben ? Ouais, bah écoute, ça roule. Ça va. Ça roule, très bien. Bon, j'ai hâte de savoir ce que tu as à nous dire sur la réalité virtuelle, puisque tu es l'homme du futur, comme on le sait tous. Tu es le technoblogueur de France. Donc, évidemment, tu as plein de choses à dire sur la réalité virtuelle. Oui, énormément. Jérôme, tu nous disais avant de commencer l'émission que tu étais épuisé. Alors moi, je suis un petit peu fatigué parce que mon fils s'est réveillé à 3h du matin et que j'ai pas réussi à m'endormir. Le pauvre, il a fait un cauchemar, c'était terrible. Oh, c'est rien ça, c'est rien. Ouais, c'est ça, parce que toi, tu es en plein dans le cauchemar des iPhones, qui est en même temps un rêve merveilleux, mais en même temps compliqué pour les YouTubers. En fait, c'est ce moi j'appelle la saison iPhone. Il n'y a pas que l'iPhone en fait. Tout le monde sort ses smartphones en même temps. Il y a aussi l'Apple Watch, il y a la nouvelle tablette iPad. Là, en fait, devant moi, j'ai une pile de produits à tester. Dont le Galaxy Fold d'ailleurs, tu nous en diras un petit peu plus. Le Galaxy Fold, je vous en dirai un mot. Il y a le OnePlus 7T. Enfin bref. Ouais, t'as du boulot. Il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot, et puis derrière, tu as ta communauté qui dit à quand la vidéo sur ça, à quand la vidéo sur ça, à quand. Donc je vais tourner toutes mes vidéos à quand. Voilà. mais en même temps, donc c'est énormément de boulot, et tu disais que ça fait la majorité, enfin peut-être pas la majorité, mais une immense partie de tes vues sur une période très courte en plus. Alors, globalement, la saison entre les annonces iPhone et Noël, on va dire qu'on fait la moitié des vues, même plus, de l'année sur cette période-là, sur une chaîne YouTube qui teste des produits tech. Ça doit pas être la même chose, je sais pas, quand tu fais de l'humour. Mais donc, c'est des grosses saisons pour nous. Et puis alors, cette année, ça fait 2-3 ans, vraiment, tous les constructeurs blindent à ce moment-là. C'est même... ça, c'est une info intéressante pour les gens qui nous écoutent. Plus le marché du smartphone se rétrécit, plus ils sortent de modèles. Il y a une espèce... Non, mais on sent presque une angoisse des constructeurs en ce moment. C'est peut-être pour cibler un peu plus. Toutes les petites parts de marché possibles et imaginables. Et ils sortent des modèles, mais tout le temps, quoi. Là, on va avoir les pixels qui vont arriver. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Il y a une sortie quasiment tous les jours. Et même pour me rendre à des présentations, on est obligé de refuser. Je ne vais pas pouvoir tester tous les smartphones. C'est impossible. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, notre manière de faire des vidéos, moi, je peux pas tourner une vidéo par jour, quoi. C'est pas notre style. Bah, c'est des vidéos très léchées, effectivement. D'ailleurs, merci d'interrompre le tournage des plans avec la soufflette pour enlever les poussières, parce que ça fait trop de bruit pendant l'enregistrement. Là, j'ai Karina et Hugo qui sont en train de faire des packshots du Galaxy Fold, et ils peuvent plus travailler parce qu'on peut plus faire de bruit. Je suis désolé. Voilà, Bon, en tout cas, effectivement, intéressant. Sur 3-4 mois, vous avez plus de la moitié de vos vues. Oui, bon, en même temps, c'est logique, hein, c'est la période des fêtes et donc de sortie des smartphones. Mais ouais, donc beaucoup de boulot, beaucoup de vues. Et
J'hésite presque à dire la chose parce que j'allais dire beaucoup de bonheur, évidemment, mais c'est aussi du boulot, donc beaucoup de travail acharné, quoi. Ouais, le plus difficile en fait, c'est de garder son enthousiasme parce que, effectivement, quand tu as une succession comme ça de produits qui ont quand même des différences mineures, je parle pas du Fold, mais c'est pas toujours évident de trouver des choses à dire, en fait. Non, mais les smartphones, c'est vrai qu'ils se ressemblent tellement, et tu as tellement l'impression parfois de te répéter. Ah oui, il charge vite. Ah, il fait des belles photos. Ah, bah la batterie, elle est pas mal. Enfin, et tu peux être submergé par une forme de lassitude autour de ces produits. Donc, ça va. Nous, on est encore frais, on a l'enthousiasme, on trouve toujours des choses à dire. Mais ça peut être un effet, effectivement, même pour le public, je pense. C'est bien aussi qu'on fasse des vidéos hors test produit sur peut-être des choses un peu plus générales sur la tech. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une véritable repos de venir sur le rendez-vous tech. Oh, ben je suis heureux de pouvoir te proposer ce moment de détente. Absolument, c'est ma récré. Qui, j'espère, est un moment de détente pour les auditeurs aussi. Et bah, justement, peut-être que vous voudriez parler sur Nowtech des nouveaux casques ou des nouvelles capacités des casques Oculus Quest. Je sais que Corben est un fan de son Oculus Go, qui, moi, ne m'a pas énormément plu, mais on va en parler. Avant ça, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui le font avec des vrais sous, qui s'investissent littéralement, financièrement, dans la production de l'émission. Aujourd'hui, spécifiquement, j'aimerais dire un grand merci à Miguel Coimbra, Aliénor Wayne, Sam Kiritsoglu. Pardon, c'est un nom peut-être... non, je vais pas dire de bêtises, mais quelque chose de l'Est. Denaus, Marc Chauffour, Benjamin Gorez, Sidonie, Orlan Tiver, Benoît Pinson. Benoît écrit à l'ancienne, c'est absolument charmant. Et Pierre Corbert, merci à vous tous et à tous ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. C'est grâce à vous qu'elle est là. Et t'as du mérite parce que prononcer tous ces noms de famille, parfois, c'est pas simple. On sait pas forcément comment ça se prononce. Sans vexer les gens, je veux dire, pour qu'ils renouvellent leur Patreon, donc bravo. Ah oui, bien sûr, il faut essayer. Justement, c'est là que je suis un petit peu mortifié, parce que Sam Kiritsoglu risque de ne pas. Donc... Je compatis parce que moi, dans mon ancienne formule de mon live du matin, je lisais 5 noms tous les matins et des gens faisaient exprès de prendre des trucs imprononçables parce que ça les faisait beaucoup rire de me voir à 8h du matin trébucher sur leur nom. Donc maintenant, j'ai résolu le problème, je les cite plus, ils seront en fin d'émission dans le générique. C'est plus simple, effectivement. Peut-être que je pourrais les mettre. Mais non, mais moi, ça me fait plaisir, tu vois. Contrairement à toi, Jérôme, qui clairement n'aime pas tes... Bah, je peux les mettre dans les notes de l'émission, tu vois. Mais contrairement à toi, Jérôme, qui clairement n'aime pas les gens qui te soutiennent, moi, ça me fait plaisir de dire leur nom haut et fort pour qu'ils soient connus du monde entier. Tu te lèves tous les matins pour leur parler aux gens qui te soutiennent. Non, c'est vrai, ça j'avoue que tu fais très fort. Mais bon, donc, merci à vous tous, sincèrement, du fond du cœur. Et on va parler de l'Oculus Connect 6, la 6e année de conférence de développeurs d'Oculus, où ils ont annoncé plusieurs choses vraiment intéressantes. Je vais faire un petit résumé rapide, et puis on en parlera. D'abord, la grosse annonce, c'était une nouvelle capacité qui va arriver en novembre pour leur casque entièrement autonome, l'Oculus Quest. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, la réalité virtuelle fait beaucoup de bruit depuis quelques années, mais on n'arrive pas à trouver, on va dire, la solution idéale. Le Oculus Quest, qui est un casque qui est sorti il y a quelques mois de ça, en avril ou en mai, est une des avancées dans le domaine, puisque c'est un casque entièrement autonome. Il a un petit processeur de téléphone mobile à l'intérieur, et donc il n'a pas besoin d'être connecté à votre PC. Il a une batterie, il a un écran, il a tout. Donc c'est vraiment le truc que vous avez sur la tête, et puis les manettes en main, mais aucun casque et une liberté totale. Et donc, c'est... Aucun fil. Aucun fil, parce qu'aucun casque pour un casque de réalité virtuelle, ça serait compliqué. Aucun fil et une liberté totale. Le désavantage, évidemment, c'est que le processeur étant moins puissant que ce que vous pouvez avoir sur votre gros PC de gamer, eh ben, les graphismes, les capacités graphiques sont quand même moindres. Mais ce qu'ils ont annoncé donc à cette conférence, c'est qu'ils allaient offrir la possibilité, avec une mise à jour logicielle en novembre, de connecter ce casque à votre PC
et du coup d'avoir l'option, si vous le souhaitez, d'utiliser les applications et les jeux qui sont développés pour PC, et donc des expériences qui sont graphiquement beaucoup plus réalistes, beaucoup plus impressionnantes. Donc de fait, le résultat que ça donne, c'est que l'Oculus Quest devient un casque de réalité hybride qui peut soit être entièrement mobile, soit être connecté au PC. Et donc, comme l'écran, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'écran est d'à peu près la même qualité que les bons casques, pas les meilleurs, mais les bons casques connectés au PC, on a le casque un petit peu idéal qui nous permet de choisir comment on va l'utiliser. À côté de ça, en 2020, ils vont implémenter la possibilité de faire du tracking des mains qui sont devant le casque, donc on n'aura même plus besoin, toujours pour l'Oculus Quest, on n'aura même plus besoin des manettes pour certaines expériences qui seront prévues pour, et en plus de ça, ils ont annoncé une sorte d'univers virtuel qui s'appelle Horizon, Facebook Horizon. N'oubliez pas que c'est Facebook qui possède Oculus, qui est une sorte d'univers virtuel multijoueur qui fait un petit peu penser à Second Life, mais en plus mignon, mais qui serait un univers partagé, virtuel, pour se rencontrer et faire différentes activités en réalité virtuelle. Ça remplacerait les expériences existantes. Deux autres petites choses qui sont à plus long terme. Ils ont annoncé travailler sur un casque de réalité augmentée, mais ils sont encore au début, donc différent de la réalité virtuelle bien sûr. Et ils ont également racheté une société qui développe un anneau qui vous permet de commander vos machines avec, en quelque sorte, le fait de lire ce qu'il y a dans votre esprit, pas exactement, mais ça lit les impulsions électriques que vous envoyez vers votre bras, et ça vous permet de contrôler une interface informatique, et donc peut-être de contrôler un avatar ou Dieu sait quoi en réalité virtuelle. Là, on a peut-être plus besoin encore de ce type de contrôle. Là encore, c'est au début, ça fonctionne, il y a des prototypes qui fonctionnent, mais on est au début de ces expériences. Alors, Corben, je plaisantais sur le fait que tu aimes ton Oculus Go. Pour ceux qui ne savent pas, l'Oculus Go, c'est vraiment la version de base des casques de réalité virtuelle. Il a des capacités bien moindres. Moi, il ne m'a pas énormément plu. Mais toi, tu as été client de ce casque. Est-ce que tu es prêt à te lancer dans la réalité virtuelle, entre guillemets, la vraie, à ce stade ? La vraie, ça dépend ce que tu appelles la vraie. C'est c'est compliqué. Non, en fait, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore au point. C'est en termes de qualité d'image, déjà, c'est pas ça. Et puis, c'est pas forcément très confortable. Tu vois, même si ils ont fait quand même des gros progrès. Hein. L'Oculus Go, par exemple, est très léger. Et là où avant, tu transpirais, moi j'ai des lunettes, hein, donc là, tu peux mettre tes lunettes dedans, donc voilà. Mais là où avant, tu transpirais, t'avais chaud au bout d'un moment et forcément, t'avais de la buée sur les lunettes ou ce genre de truc, où tu transpirais à grosses gouttes sous ton casque. Ils ont bien réglé le problème. Donc je pense que c'est pareil sur l'Oculus Quest, c'est carrément amélioré. Moi, ce que j'aime... Alors, moi, je suis pas trop joueur, gamer, tout ça, donc je n'ai pas trop joué avec l'Oculus Go. Mais là, clairement, c'est proposé en tout cas comme une machine de jeu, hein, faut le dire. C'est plutôt ça, oui, c'est vrai. Donc peu importe, hein, peu importe l'Oculus, c'est vraiment machine de jeu. Alors moi, j'aime bien, j'avais testé ceux avec les câbles reliés à l'ordinateur et c'est pénible parce qu'en fait quelque part ton cerveau est toujours connecté au monde réel parce que tu te dis faut pas que je m'en mêle dans les câbles, si je commence à tirer trop sur l'ordi ça va s'arracher, ça va partir, ou je vais m'étrangler avec le câble en faisant 3 tours sur ma chaise. Le côté sans fil est vraiment génial, c'est-à-dire que là tu peux tu peux vraiment t'immerger, tu n'as plus ce lien avec la réalité quelque part. Donc quand tu te lances dans une expérience en VR, si tu as un peu d'imagination, parce qu'il faut quand même pouvoir rentrer dedans. Par exemple, moi j'ai toujours dit ça, si le son est bon, l'image, même si elle est un peu moins bonne, c'est pas forcément dérangeant pour l'expérience. Tu vois, j'ai regardé pendant de nombreuses années des DivX ou des choses comme ça qui étaient de moins bonne qualité qu'un DVD ou un Blu-ray, et finalement le film tu le vois quand même, voilà, et t'en gardes un bon souvenir. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le niveau image, c'est pas le pied, mais l'expérience est telle que ça compense quelque part. Enfin, ton cerveau fait un peu la compensation. Et alors, j'ai testé plein de trucs. Alors, il y a des vidéos effectivement un peu immersives où, je sais pas, t'es en montgolfière et tu vois tout autour de toi, etc. Donc ça, c'est rigolo parce que quelque part, tu trompes. En fait, ce qui est marrant avec l'Oculus, c'est que tu trompes tes sens, en fait. Et j'ai l'Oculus ou d'autres, hein.
si tu arrives à vraiment te plonger dedans et à t'isoler du monde extérieur, alors ça peut être dangereux, hein, si vraiment ta maison prend feu, t'entends pas. Enfin, voilà, Faut des détecteurs de fumée qui font beaucoup de bruit, qui te le feront entendre à travers le... Oui. Mais si tu mets un casque quelque part qui t'isole un peu du monde et t'es vraiment sur une autre planète, quoi. C'est ça qui... Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'imagination, donc ça m'isole beaucoup. Voilà. Et en même temps, ça me fait peur parce que je suis coupé du monde quand je l'utilise. Et en même temps, j'apprécie beaucoup parce que je suis à fond dans l'expérience, tu vois. C'est-à-dire que les jeux vidéo, bon, j'en ai pas vraiment beaucoup testé, mais t'as l'impression d'y être. Et pareil, j'ai testé des trucs. Alors, réseau social, j'en ai testé quelques-uns. J'ai testé quelques réseaux sociaux comme ça. Donc celui de Facebook, là, j'ai pas encore vu d'image, mais bon, j'imagine un peu. Mais j'ai testé des trucs comme ça où t'as un avatar. C'est un avatar un peu cartoony qui a pas de. Ça fait très Second Life, hein. Tu te balades, etc. Voilà, c'est plus avatar de jeux vidéo, de consoles de jeux, genre les Mi ou les trucs comme ça. Ça fait un peu emoji, mais du coup là, en fait, moi, à quoi ça me fait penser, c'est que le casque Oculus Quest, du coup, c'est le meilleur compromis et la meilleure solution. Mais je me rends compte en te parlant, et on verra que d'autres personnes l'ont dit également, mais c'est pas forcément un truc qui, toi, t'excite parce que t'es pas déjà à la base intéressé par ce genre de truc, et en particulier par les jeux, quoi. Non, voilà, moi, je pense que même pour les gamers, ça va être un peu déceptif. Enfin, voilà, c'est une bonne expérience. Tu peux faire plein de trucs, en fait. Je pense que c'est aussi bien pour les développeurs, etc. C'est une nouvelle expérience. C'est un truc qu'on connaît pas. Mais ce que je disais, c'est que par exemple, quand tu mets le casque et que tu es immergé dans le truc, tu sens, enfin, t'es vraiment, comme tu sais, t'as l'orientation des sons, etc. Donc tu sais, quand t'entends un bruit, il est à droite, il est à gauche, il est derrière toi, etc. Et quelque part, ça participe aussi à l'immersion. Et si vous voulez vous immerger dans un jeu ou dans une autre réalité, c'est vraiment ça, en fait. C'est bien foutu. Alors, il y a toujours cette image qui est pas forcément très nette, toujours un peu floue sur les bords, et c'est pas parfait, mais après, ils ont plein de contraintes techniques, hein, forcément. Mais c'est une nouvelle expérience, c'est à tester. Alors, évidemment, une fois que tu as testé ça, tu as fait un peu le tour, tu vois. Moi, je l'utilise plus, enfin, je l'utilise pas tous les jours, quoi. J'ai joué beaucoup avec pendant une semaine. Maintenant, je le lance une fois de temps en temps quand j'ai envie de tester un truc, mais je me plonge pas tous les jours dedans, quoi. Et ouais, t'as vite fait le tour. C'est un petit peu l'impression que ça donne à beaucoup de gens. Moi, j'avoue que j'ai commandé du coup un Oculus Quest parce que j'hésitais. Je voulais pas être limité par les expériences uniquement entre guillemets mobiles de l'Oculus Quest. Maintenant qu'on va pouvoir le brancher au PC, c'est un petit peu plus séduisant. Mais ce que tu dis me fait penser à un truc qu'a dit. Alors, j'ai fait un sondage avec les patriotes et je leur ai demandé quel niveau d'enthousiasme ils avaient pour la technologie de réalité virtuelle. Et j'ai été surpris de voir que parmi les 5 réponses que j'ai données, celle qui a eu le plus de choix, celle qui a été choisie le plus souvent, c'est je crois qu'on commence à arriver au début des choses intéressantes. Il y a presque la moitié des auditeurs qui ont dit on commence à y arriver peut-être avec cette possibilité d'avoir un casque vraiment autonome qui a l'option de se connecter, qui à terme pourra être contrôlé par les mains. Et le truc, c'est que la réponse la plus populaire suivante, c'est non, c'est un gadget. Si ça donne quelque chose, ça sera dans très longtemps. Presque un tiers des gens qui ont répondu ont dit ça. Mais il y a un truc qui m'a marqué, il y a plusieurs choses, mais Arthur a dit une chose qui était intéressante. Il dit « La VR me fascine. C'est l'aboutissement ultime du concept d'immersion vidéoludique. » Alors, il parle de jeux vidéo, mais il y a quelque chose là-dedans, parce que tu dis « Ah oui, on se transporte, machin. » Il y a... Même si que ça fonctionne ou pas, qu'on le laisse de côté au bout d'une semaine, comme tu l'as fait, il y a quand même ce fantasme de se téléporter dans un monde virtuel. Peut-être que c'est parce qu'on a vu trop de films de science-fiction, mais il y a le fantasme quelque part qui reste, même si les expériences sont décevantes en série, quoi. Moi, je crois que ça va beaucoup passer par les applis, justement, et enfin les applis, les jeux, enfin tout ce qui sera dispo sur... Parce que ça marche comme l'Oculus Go, en tout cas, ça marche comme un genre d'Android, en fait, t'installes une appli dessus et tu peux l'utiliser. Moi, je crois beaucoup à ça. Quand tu vois, par exemple, rien qu'avec tu prends la Switch, les gens jouent à Zelda sur la Switch et se disent, c'est un monde ouvert, c'est génial, ou Red Dead Redemption, là, les gens ont l'impression d'être immergés totalement dans le jeu et d'avoir une seconde vie à côté de leur vie, tu vois ce que je veux dire. Et sur des expériences comme ça, comme Zelda ou le jeu que je viens de citer, et en fait sur
sur l'Oculus, ça augmente encore ça. Alors, les jeux, pour l'instant, sont un peu pourris. Mais le peu d'expérience, moi, que j'ai eu avec des vidéos 360 ou des jeux ou c'est pas très mondes un peu convaincant virtuels, tout ça. c'est pas encore très convaincant. Mais quelque part, le peu de choses que j'ai vues qui ont réussi à me convaincre, j'ai l'impression de l'avoir vécu, tu vois. En fait, quelque part, tu trompes tes sens. En fait. Tu trompes ta vue, tu trompes... Voilà. C'est un peu l'expérience que j'ai eue. Je vais donner la parole à Jérôme dans un instant, mais moi, c'est l'expérience que j'ai eue. En fait, il y a encore trop peu de moments où ça marche vraiment, mais quand ça marche, c'est un moment assez difficile à oublier. Et il y a d'autres personnes qui, en réponse à ce sondage, ont dit différentes choses. Johan disait, un truc important, c'est qu'il faut segmenter la réalité virtuelle et le jeu vidéo en réalité virtuelle. Et tu en as bien parlé. Il dit, c'est des sujets vraiment différents. La réalité virtuelle en tant que techno, oui, certainement, mais pour le grand public, c'est pas certain. Mister Nem dit que c'est très gadget. Et il rappelle une chose que moi j'ai tendance à occulter, c'est sans doute bête, mais c'est principalement à cause du prix. L'Oculus Go, qui est sympathique, il coûte environ 200 €. L'Oculus Quest, dont je vante les mérites là depuis tout à l'heure, il coûte quand même 450 €, ce qui est le prix d'une console de jeu ou d'un PC. Enfin, c'est quand même pas donné. Alexandre dit aussi que ça pourra se démocratiser si les casques deviennent plus légers, autonomes, ou alors avec une connexion sans fil et que les mains soient prises en compte sans accessoires. Là, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il décrit, c'est exactement l'Oculus Quest avec le support du tracking des mains. Et c'est pour ça que moi je me dis, on arrive à quelque chose. Et en conclusion, Daniel P dit la VR, je suis pas sûr, mais la réalité augmentée, ça semble plus prometteur à moyen terme. C'est marrant parce que Facebook est déjà sur le coup aussi, comme ils l'ont dit, ils développent un casque de réalité augmentée. Et enfin, pour la plaisanterie, Frédéric qui dit, pour la plaisanterie, non, il le pense sans doute. C'est comme la 3D pour les TV, ça va se planter, ça n'a aucun intérêt. Je sais pas si j'irai si loin, mais je peux comprendre la remarque aussi. On verra, mais pour moi, ça se rapproche un peu. Des trucs que j'ai pu faire, moi, dans les bons trucs que j'ai vécu, j'en garde des bons souvenirs parce que ça me transporte vraiment dans un autre monde, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait une sortie de corps, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire, d'avoir cette impression de présence. Une autre vie, ou tu vois ce que t'es ailleurs, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que je crois pas. En termes de qualité et d'expérience, je pense que ça va passer beaucoup par les applis ou les jeux. Il y aura peut-être un jour un jeu extraordinaire qui va sortir et qui va vraiment t'immerger. Mais ça peut être aussi, je sais pas, une balade sur la Lune, ou j'en sais rien, tu vois, mais quelque chose. On ne sait pas encore, c'est ça le problème. On ne sait pas encore exactement à quoi ça peut servir, mais on sait que, parce que, comme le disait Arthur, c'est un concept de quelque chose qui reste séduisant, même l'idée est séduisante. Et je suis pas tout à fait d'accord avec Frédéric, parce que la 3D en télévision, ça n'a jamais rien donné, quoi. Enfin, c'est un concept qui est intéressant, mais personne n'a, ou j'exagère, peut-être pas personne, mais les gens qui appréciaient vraiment le truc étaient tellement rares qu'on savait tous que ça donnait rien. La réalité virtuelle, ça fait déjà des années qu'elle est là, et il y a tout le monde, la plupart des gens ont l'expérience que tu décris, Corben, c'est-à-dire que quand ça marche, c'est vraiment magique. Et du coup, je me retourne vers Jérôme. Est-ce que pour faire de la variété sur ta chaîne, peut-être, il serait pas temps d'acheter un Oculus Quest, vu qu'il pourra un petit peu tout faire, et pas forcément pour faire de la variété. Je sais que la première fois que j'ai essayé un Oculus, c'était chez toi, Jérôme. Donc, tu suis ça depuis un moment. 7 ans. Facile, ouais. C'est vrai que ça fait longtemps quand même que la VR est là. Ça fait longtemps que ça décolle pas. Ça fait longtemps qu'on nous promet des choses. Moi, effectivement, avec toi, avec Marion, on avait testé le tout premier casque. C'était la version développeur de l'Oculus. Et déjà à l'époque, et ce que dit Corben, je le ressens tout à fait. C'est des moments. C'est un peu comme World of Warcraft qui se rapprochait en immersion. C'est des moments. J'ai des souvenirs comme des souvenirs de vacances. Ouais. C'est des trucs que j'ai vraiment vécu. Beaucoup plus que d'autres jeux vidéo avec la distanciation d'un écran, d'un clavier et tout. Ça peut être amené effectivement, c'est pour ça que je fais le parallèle avec World of Warcraft. Parce que World of Warcraft, c'est qu'il y avait une communauté humaine qui joue avec toi et ça procure des émotions qui te font vraiment basculer dans un monde. De tromper tes sens, ça te fait vraiment basculer dans un monde. Je suis d'accord avec ce que certains de tes auditeurs ont dit. On commence à être une croisée de chemin intéressante. Le prix commence à baisser. Je pense que le prix était un frein énorme pour l'accessibilité
peut-être pas au grand public, mais on va dire un grand public jeu vidéo. Je parle même pas gamer. On va dire un public d'enthousiastes, quoi. Pour donner un peu de contexte, les premiers modèles coûtaient environ, on va dire, 600-700 euros. Aujourd'hui, celui dont on parle, l'Oculus Quest, ou l'équivalent en connecté uniquement, d'ailleurs, ceux qui l'ont acheté doivent être un petit peu frustrés parce qu'avec celui qui est mobile, on pourra aussi se connecter bientôt, mais celui qui est juste connecté, il est juste connecté et c'est terminé. Mais dans les deux cas, il coûte 450 euros, comme je le disais. Donc, on a déjà une baisse de prix qui est substantielle en quelques années. Il y a une baisse de prix. Je pense que le sweet spot, il est entre 200 et 300 euros. Quand on arrivera à faire des casques sans fil actif, là, on va avoir beaucoup plus de monde qui va arriver. Mais il manque une chose, et là, Corben a complètement raison, je suis 100% d'accord avec lui. Il manque un jeu ou une app ou une expérience rapide, parce que ça c'est important, comme le dit Corben, c'est tellement immersif que le monde autour on l'oublie. Or, la plupart des gens n'habitent pas seuls. Donc pour que ça sorte, on va dire, de l'ornière des célibataires qui peuvent jouer des heures et des heures avec un casque sur la tête, il faut que l'expérience soit relativement courte, et que ça soit... Non, alors tu joues, tout le monde a un casque sur la tête et tu joues ensemble. Ouais, et on se rentre tous dedans. Ouais, ça. Les accidents domestiques, bonjour. Hein. Et que, en fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est un jeu où on me dise, tu seras tellement meilleur avec ta visière virtuelle que si tu joues sur ton clavier avec ton écran. Ça va te permettre de vraiment jouer. Tu vois, quelque part, je fais toujours ce parallèle de vieux con, ça me fait penser à ce que Wing Commander a fait pour les cartes graphiques. Moi, je sais que Wing Commander, j'ai acheté une carte graphique pour jouer à Wing Commander. En gros, alors qu'on pouvait jouer sans la grosse carte graphique, mais c'était tellement mieux de jouer avec la carte graphique qu'on a tous acheté des cartes graphiques à cette époque-là. Ouais. Et il manque en fait une killer app, quoi. Une killer app, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un truc qu'on dit pas en plaisantant, mais on le prend un petit peu à la légère, c'est essentiel quand même. Et je suis pas certain que Facebook Horizon, qu'on a évoqué un petit peu, parce que on parle d'utilisation grand public, que tout le monde puisse utiliser en même temps, c'est ça, quoi. C'est une sorte de monde virtuel, mais je sais pas si... Un réseau social virtuel, ça va être sale tout de suite. Il y a qu'à voir ce que les gens font déjà avec un clavier et un écran. Ça va déraper dans tous les sens. Il faudra un World of Warcraft ou un truc comme ça. Ouais. Il faut en plus, Second Life était un parallèle intéressant parce que Second Life était bouleversant à l'époque, mais en fait, il n'y avait pas de but. Donc, on s'emmerdait vite. Et c'est un peu ce que je ressens dans la réalité virtuelle actuelle. On s'embête vite, passer le wow effect. Donc, un World of Warcraft en réalité virtuelle, on a un vrai but. Et au bout d'un moment, on oublie finalement qu'il faut la réalité virtuelle pour jouer. Et la ludicité du truc, l'intérêt du truc prend le pas. Là, ça réussira. Ouais, mais c'est marrant parce que la situation actuelle, et puis on va avancer, mais la situation actuelle, comme on l'a décrit, est plutôt négative, je trouve. On n'arrête pas de dire « Ah oui, c'est pas encore prêt, c'est trop cher, c'est machin ». Mais je reviens systématiquement au commentaire d'Arthur qui dit « C'est l'aboutissement d'un concept d'immersion. C'est l'aboutissement ultime d'un concept. » Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas souvent dans les technologies, les nouvelles technologies qu'on essaye de nous vendre avec du marketing un petit peu. Là, c'est pas une question de marketing. Il y a quelque chose au bout. Est-ce qu'on réussira à l'atteindre ou pas ? Je sais pas. Mais il y a quelque chose au bout. Donc c'est pour ça, je crois que les enthousiastes ou les observateurs extérieurs ont un regard peut-être un petit peu différent sur la réalité virtuelle qu'on peut l'avoir sur d'autres types de technologies. De toute façon, pour sortir un peu de la tech, je pense que de toute façon, il y a un instinct humain qu'on ne pourra pas combattre. Depuis qu'il y a un homme préhistorique qui s'est aperçu qu'un grain de raisin écrasé qui avait fermenté, ça lui faisait tourner la tête, on va toujours chercher des moyens d'échapper à notre réalité. On a inventé tout un tas de drogues avant ça, et que donc quelque part, c'est une envie irrépressible. Ça fait partie de la dualité de l'être humain. De s'échapper, quoi. Pour appréhender le réel, il faut partir dans des mondes imaginaires. Et on a envie d'une expérience de plus en plus immersive dans ces mondes imaginaires. Et je rebondis sur la phrase que je viens de dire, parce que c'est hyper intéressant. On le disait hier avec Marion dans notre live du matin. Marion, la première fois qu'elle a pris le casque Oculus, son premier réflexe, ça a été d'essayer de regarder ses mains. Et ses mains, elle ne les voyait pas.
Et ce qu'ils ont présenté, le support du hand tracking, ça peut paraître con, mais le fait de voir ses mains devant soi, quand vous faites de la plongée sous-marine pour la première fois, généralement, le premier truc qu'on regarde, c'est ses mains dans l'eau. Parce que tu as besoin d'appréhender ce nouveau monde. Et l'appréhension, les mains. C'est-à-dire que la vision ne suffit pas, les oreilles ne suffisent pas pour qu'on prenne vraiment ce monde en compte. Il faut qu'on voit nos mains. Donc, je pense que c'est une étape hyper importante, en fait. Ouais, et qui sont en train de développer avec un poids sur la batterie qui est relativement minime. Ils parlent de, je crois, 7% de batterie en moins, ce qui est raisonnable pour ce genre de capacité. Mais imaginons un casque, le prochain modèle qui serait 30% plus léger, 30% plus petit, avec le tracking sur les mains, avec un prix 30% plus bas aussi. On commence vraiment à arriver à quelque chose, je pense. Non, puis attends, on va pouvoir faire un réseau social avec une machine à baffes. On pourra filer des baffes les uns aux autres. Et ça c'est le genre de killer app qui cartonnerait. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais c'est vrai que même avec toutes ces avancées sur le matériel, la machine à baffes, elle n'est pas encore là. Donc la killer app, on en a encore besoin. Bon, parlons d'un autre sujet bien terre-à-terre, celui d'Amazon et de ses annonces de produits. Alors, il y a eu toute une flopée, quand je plaisantais en disant qu'il y a eu 1000 produits annoncés, c'était à peine une exagération. Il y a eu toute une flopée de mises à jour de tous leurs produits classiques, et c'était pour toutes les enceintes connectées, toutes les enceintes connectées avec écran, tous les... EcoSpot, EcoDot, EcoShow, tous ces produits-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun parce qu'il y en a vraiment eu je sais pas, peut-être 20 produits différents dans cette catégorie. Il y a un nouveau four qui n'est pas juste micro-ondes, mais qui est aussi un vrai four. Il y a une toute petite enceinte avec une horloge dessus affichée en grosse LED, qui est pas bête parce que généralement, la première chose qu'on demande à l'assistant, c'est l'heure. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais ce qui m'ont marqué, c'est surtout 2 produits qui sont en avant-première, on va dire. Ils sont en production limitée, il faut s'inscrire pour les avoir. C'est les EcoFrames, donc des lunettes qui sont des lunettes qu'on peut mettre à notre vue, mais qui ont une sorte de réalité augmentée qui est une réalité augmentée avec le son, c'est-à-dire qu'on a un assistant virtuel dans les lunettes et il peut nous donner des informations comme le fait l'assistant classique, mais dans les lunettes. Et je crois que c'est Bose qui fait un truc un petit peu équivalent déjà, mais là c'est avec Amazon et donc Alexa. Il y a aussi le Echo Loop, qui est une bague. Alors là, ça va vraiment très loin. On est vraiment dans le concept, encore plus qu'avec les lunettes. C'est une bague qui a un petit micro et un petit haut-parleur pour vraiment, c'est juste pour poser des questions et donner des réponses et avoir des réponses. On peut prendre un coup de fil à la limite, mais faut mettre la bague sur l'oreille. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu étrange, mais c'est une expérience intéressante. Et ça, c'est vraiment des expériences. C'est ce que fait Amazon depuis longtemps, c'est qu'ils essayent plein de choses différentes. Quand ça marche pas, ils arrêtent. Quand ça marche, ils développent. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est de là qu'est venue toute la catégorie des enceintes connectées. C'est Amazon qui avait sorti 10 produits différents. L'un d'entre eux a marché et ils y sont allés à fond. Et c'est pour ça qu'on a ce marché des enceintes connectées aujourd'hui. D'autres choses qu'ils ont annoncé, les Echo Buds, donc les petits écouteurs sans fil à $130 plutôt aux États-Unis. Donc ça, c'est un petit peu la catégorie qu'a créé Apple avec les AirPods dans laquelle tout le monde s'engouffre aujourd'hui. Il y a même des rumeurs sur l'annonce de Microsoft, la conférence de Microsoft de demain. Sidewalk, qui est un réseau sans fil large bande, donc qui a une très longue portée, pour lequel le premier produit, c'est un collier, ou pas un collier, mais un tag pour les chiens, pour savoir où ils sont, pour pas les perdre. Là encore, on a différentes technologies concurrentes. Là, c'est celle d'Amazon qui sont en train de développer. Puis bon, il y a un Echo Smart Plug qui est à $25. C'est $15 le Smart Plug, qui est en fait une prise sur laquelle on va brancher
c'est une prise qui offre une autre prise et qui a, là encore, un micro et un petit haut-parleur, simplement pour pouvoir mettre Alexa absolument partout dans sa maison, si on le souhaite. Voilà, c'est les quelques-uns que j'ai retenus. Entre les EcoFrames, les lunettes, la bague EcoLoop, les EcoBuds, le Sidewalk, etc., il y a des choses intéressantes, c'est un petit peu loufoque. Du coup, je vais commencer par Jérôme pour ce coup-ci. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent prometteuses ou c'est quand même un petit peu trop pour toi? Écoute, en tout cas, Halloween cette année, j'ai ma panoplie d'inspecteurs gadgets, il n'y a pas de problème, avec ma bague pour parler, la portée à l'oreille, mes lunettes qui vont... Écoute... Ton Apple Watch aussi, qui l'Apple Watch, voilà. Non, il y a des choses intéressantes. Après, il y a ce côté, comme tu dis, allez, on jette au mur, on voit ce qui colle. Qui est un peu disons qu'ils ne savent pas trop où aller. Moi, ça m'a donné une impression de bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Bezos nous a dit de balancer des nouveaux trucs. Ouais, bah on a ça, une bague connectée. Bah on va bien voir si ça tient, quoi. En gros, on sent pas un engagement et des décisions sur les technos à développer. Donc, je ne sais pas comment les consommateurs vont réagir. C'est une manière, par contre, de montrer qu'Amazon va fort sur le hardware et que, après, il ne faut jamais oublier que s'ils balancent tout ça, c'est pour qu'on achète plus de trucs chez eux. Hein. En fait, s'ils pouvaient, je pense qu'ils nous donneraient tout ça gratuitement. Non, mais honnêtement, si la loi permettait de nous donner autant de produits, ils le feraient parce que ça va générer des ventes chez eux, en fait. Ce qu'ils veulent, ils pourraient les vendre à 1 euro. Hein. Je suis pas sûr. Tu sais, là, c'est devenu une vraie catégorie, les produits éco et l'assistant Alexa. Mais je suis pas persuadé que Bezos. Alors, il veut pas perdre de l'argent, mais je suis pas persuadé qu'il cherche à faire de la marge sur ces produits-là. Quand on voit, disons qu'ils les vendent à prix coûtant, quoi. Effectivement, c'est pour ensuite nous amener dans leur système. C'est un écosystème. Et c'est ça qui peut être inquiétant quand même aussi, hein, ne négligeons pas. J'ai pas, disons que là, pour le coup, tu passes une bague au doigt avec Amazon. C'est un peu une corde au cou aussi. Bon, en même temps, c'est la grande bataille des standards. Quel va être notre assistant personnel? Quels sont les devices qui vont nous y attacher? Honnêtement, il y avait tellement de produits que j'ai pas grand chose à dire parce qu'ils n'ont pas des fonctions de ouf. Enfin, la bague. Ouais. Bon, c'est intéressant pour le concept, mais ouais, Corben, toi, non, c'est un peu plus pour moi, le hardware en lui-même m'a pas plus convaincu, mais en fait, là où je suis d'accord avec Jérôme, c'est que pour moi, c'est juste renforcer Alexa en fait. Ils mettent à dispo une galaxie d'outils qui permettent d'accéder à Alexa et donc, comme tu disais, vendre plus de produits ou d'avoir les services d'Alexa. Mais comme ils se tirent la bourre avec Google Home et puis peut-être même Siri, je suis pas sûr, mais bon, voilà. Ils veulent assassiner les autres, enfin assassiner. Ils veulent étouffer les autres en proposant, en shootant, je sais pas combien de produits de déclinaison. Mais tout ça derrière, c'est juste Alexa. Et Alexa, c'est sûr que il le décline. Mais une fois que tu as les lunettes, tu vas pas acheter la bague. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais il te propose. Non, mais en fait, il te propose des solutions pour mettre. Vous avez raison, c'est Alexa au final. Et donc, c'est leur faire. Mais il te propose des solutions pour les mettre partout. Tu as une prise de libre quelque part et ils te le mettent. Ah, s'ils avaient pu faire un suppôt, ils l'auraient fait. Hein. Ils veulent que tout le monde adopte Alexa. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, ils produisent du hardware pour que ça s'adapte à tous les besoins de tous les gens. Quoi. Enfin, dans tout ce qu'ils ont sorti, à un moment, tu as forcément un besoin qui va coller avec un des gadgets. Quoi. Donc, et tout ça, c'est juste pour rattacher le monde entier avec Alexa, je pense. Enfin, c'est marrant parce qu'on voit les autres qui sont en train de sortir des produits hyper manucurés. Alors là, on va faire une enceinte, et puis on a 2 enceintes, attention, et puis un truc avec un écran du côté de Google. Et pendant ce temps, tu as Amazon qui arrive avec... C'est le débarquement, quoi. Il y a toutes les armes possibles qui balancent sur la table
1 an ou 2 ans, et c'est c'est tellement déséquilibré comme combat, et en plus les prix sont plus abordables. En fait, c'est une déferlante. Ouais. Ils te refont tous les objets du quotidien, mais avec l'option Alexa dedans. C'est ça, quoi. Il y a un parallèle à faire, je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, pour avoir un Home Mini de Google, en fait, là, pour le coup, on te les donne. Il y a une rumeur selon quoi tous les abonnés YouTube vont recevoir un Home Mini. C'est la même chose côté Google. C'est l'implantation. Après, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous avez déjà passé une commande vocalement ? Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose vocalement ? Non, moi j'ai pas tous ces trucs-là, donc non. Non, Moi mais il y non a que moi non plus. Mais je pourrais. Hein. Oui, mais il y a pas ensuite il y a pas que passer une commande. Moi, je pense que c'est plus l'écosystème en général qui te garde captif. Et ensuite, oui, tu iras un petit peu sur Amazon également, mais t'as raison quand tu parles de Google également, qui essaye de s'implanter dans toutes les maisons aussi. Je crois qu'on assiste à un groupe de sociétés qui voient une possible prochaine étape de l'interface on-machine qui commence à arriver et qui est déjà là pour beaucoup des auditeurs, beaucoup d'entre nous, mais qui risque de devenir beaucoup plus importante, et ils veulent juste être sûrs d'être là si c'est le cas. C'est-à-dire que ça coûte peut-être cher d'essayer de faire autant pour prendre la place, mais ça coûte beaucoup plus cher si on rate le coche et qu'on va essayer de le rattraper après coup. Dieu sait qu'on a vu ça plusieurs fois dans l'histoire de la tech, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le font de cette manière. La peur de manquer le prochain gros truc, quoi. C'est surtout des sociétés de cette taille-là. Quelque part, ça va leur faire des erreurs, à mon avis. Mais on verra. Ouais. Je sais pas, pour moi, c'est juste une volonté de prendre le lead dessus, quoi. Ils se tirent la bourre avec Google, et c'est une stratégie pour étouffer l'autre, quoi. On a aussi eu une annonce de la part d'Amazon, le Voice Interoperability Initiative, qui est en fait un programme qui permet au matériel de comprendre et de se référer à plusieurs assistants différents. En fait, c'est là encore Amazon qui essaye d'être partout, parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui essayent d'avoir leur assistant dans un appareil, et du coup, comme généralement il n'y a qu'un seul assistant, là c'est pas on en choisit un et puis c'est celui auquel on parle, c'est que si on dit le mot-clé, eh ben on peut dire le mot-clé pour plusieurs assistants, et chacun d'entre eux va pouvoir nous répondre. Donc on pourrait avoir plusieurs assistants, plusieurs personnalités sur nos appareils. Alors le truc, c'est que ni Google, ni Apple, ni Samsung ne font partie de cette initiative, mais il n'empêche, ça veut dire que Amazon, parce que ce que vont faire les constructeurs, c'est peut-être en mettre un et Amazon, parce que Amazon est tellement important qu'il faut l'avoir. Donc c'est un moyen pour Amazon d'être là encore un petit peu partout. Donc intéressant à noter aussi. Bon, on va avancer un petit peu, non sans remercier encore une fois les gens qui soutiennent le Rendez-vous Tech, qui le soutiennent financièrement. Si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. C'est super simple, ça prend vraiment 2 minutes, montre en main. Vous choisissez la somme que vous donnez par épisode, et puis vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Et en plus de ça, vous avez des bonus super sympas, comme par exemple un flux accessible pour tous les patriotes, qui est un flux du podcast privé. Vous avez l'émission sans promo, sans pub, et vous avez des éditos et des contenus bonus en plus. Ça, tout le monde y a accès. Il y a plein de bonus de ce type, des trucs vraiment sympas que je vous encourage à aller regarder. Et en plus, évidemment, le gros avantage que vous avez, c'est que vous avez le plaisir de soutenir un travail acharné que nous fournissons chaque semaine. Donc, un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, et des bises à tous. Patreon.com/rdvtech, c'est facile et ça prend 2 minutes. Vous aviez cru que j'avais fini, hein? Bon, maintenant j'ai fini. On croit jamais que t'as jamais fini, Patrick. Non, c'est ça, j'ai jamais fini. Il y a toujours une émission qui vient la semaine suivante. C'est de ça que tu parlais, non? Oui, c'est ça. Ok. Microsoft, événement demain. Alors, la plupart d'entre vous, quand vous écouterez l'émission, vous saurez déjà de quoi il s'agit, donc on va pas y passer trop de temps non plus. Mais qu'est-ce qu'il devrait annoncer? Une nouvelle Surface Pro. Donc la tablette qui fait tourner Windows avec un port USB-C notamment, 2 nouveaux Surface Laptop qui sont là des vrais ordinateurs portables, un 13 pouces, un 15 pouces. Le 15 pouces aurait un processeur AMD parce qu'il aurait un processeur avec un coprocesseur graphique puissant pour faire tourner des jeux, ça devient intéressant. Mais là c'est un vrai laptop, c'est un vrai ordinateur, c'est pas une tablette. Une nouvelle Surface basée sur des processeurs ARM qui ressemblerait à un iPad Pro, donc avec une
d'une bordure assez fine, mais qui aurait une très bonne autonomie aussi, donc processeur ARM bien sûr, qui consomme beaucoup moins de batterie, et puis surtout un teasing peut-être sur le fameux appareil à double écran qui sortirait pas tout de suite, mais qui sortirait au printemps. Donc cet appareil à double écran, c'est pas un écran pliable, mais c'est vraiment 2 écrans qui se replieraient l'un sur l'autre, et un Windows Lite ou Windows Core, qui est un projet sur lequel il travaille depuis longtemps, qui est pas une énième tentative de faire rentrer Windows, le gros Windows, dans des appareils plus légers, mais vraiment là, l'idée de développer une version basée sur Windows, mais qui est autant basée sur Windows que iOS était basé sur macOS à l'origine. Donc c'est vraiment, ils prennent le cœur, mais ils développent tout pour que ça soit fonctionnel sur des appareils plus légers. Ça, c'est évidemment la chose qu'on attend le plus, parce que cet appareil double écran serait vraiment un nouveau format innovant, intéressant. J'ajoute aussi qu'ils parleront sans doute d'enceintes intelligentes, d'écouteurs, les Surface Buds. Là encore, c'est la mode iPod, non. Oui, iPod. iPod, non pas iPod, les AirPods, merci, AirPod, AirPod. on en perd notre français. Et Teams for Life, qui est l'outil de communication d'entreprise Teams, qui serait adapté à des consommateurs finaux, pas forcément pour les entreprises, ça pourrait être intéressant aussi. Bon, pas mal de choses là-dedans, mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est l'appareil, le projet Centaurus, l'appareil à double écran. Jérôme, je sais que tu es fan de ce genre de concept, et en plus tu as le Galaxy Fold entre les mains. Ça te dit, ça t'intéresse, ça t'intrigue, ça t'excite ? Oui, carrément, parce que je pense que entre le Galaxy Note, le Fold, ce projet-là, même quelque part ce que Apple fait avec les iPads, et surtout, d'après les infos que j'ai, les très bonnes ventes de l'iPad cette année, je pense que le marché des tablettes qu'on croyait mort, en fait, c'est pas une question de renaître, mais le marché est mûr. Je crois que les gens utilisent de plus en plus leurs smartphones comme des outils de production, de travail, et de moins en moins comme des smartphones, en fait. Donc, il y a la place aujourd'hui dans le sac des gens, pas dans leur poche, mais dans leur sac, pour un produit qui, à mi-chemin entre l'ordinateur, en tout cas qui va permettre des tâches informatiques, avec pas de l'ultra-mobilité, mais de la mobilité. Quelque chose que tu vas faire assis sur une table, mais sans devoir sortir ton gros ordinateur. Mais ça, c'est la promesse de l'iPad depuis des années. Et tu me dis que maintenant, il y a la place pour. On est peut-être en train d'y arriver il y a la place dans le marché. En fait, ce que je veux dire, c'est que les gens, il a fallu... D'ailleurs, ce qu'a fait Apple est assez intelligent. Petit à petit, et l'arrivée de l'iPad Pro a été précurseur de ça, on fait passer de l'iPad d'un outil de consommation de contenu à de plus en plus quelque chose de production. D'aide, de travail au sens large, c'est-à-dire d'organisation. Avec l'iPadOS, là, enfin leur nouveau truc là. Ouais, ah oui, bah moi la vidéo que j'ai fait c'est un vrai boost de productivité que j'ai avec l'iPad. Et aujourd'hui, je sens de plus en plus de gens, et je le vois dans les commentaires des gens, et je le vois dans les habitudes des gens. Les gens travaillent de plus en plus avec leur smartphone, mais du coup, le smartphone devient un peu petit. Et c'est là que je dis que le marché est mûr. C'est pas que ça n'existait pas avant, mais le marché commence à être mûr pour un produit qu'on mettrait dans le sac. Pas dans la poche, mais dans le sac. Il faut pas qu'il soit aussi gros qu'un iPad. Donc, le pliable arrive à point nommé. Il faut qu'il ait un grand écran à certains moments, mais qu'il soit suffisamment compact pour qu'on puisse le mettre dans son sac. Donc, je pense la qu'ils arrivent solution pile du poil au bon pliable, moment. du pliable, soit en double écran, soit en écran pliable. Mais qu'est-ce que ça me permet à faire en productivité, franchement ? Est-ce que c'est pas... Je prends un petit peu le contre-pied, mais c'est un peu gadget, quoi, le fait d'avoir deux écrans. Tu vas faire quoi ? Tu vas mettre un clavier sur l'un, et puis ça sert à quoi ? Pas du tout. Regarde, surtout avec des jobs où on bouge beaucoup, etc. Il y a des moments, imagine, tu es en train de déjeuner seul, tu vas pas sortir ton ordinateur ou même ta grande tablette avec ton clavier, mais tu as peut-être besoin de prendre des notes, d'annoter des trucs. C'est là où, par exemple, le Galaxy Note était assez génial pour la productivité parce que ça devient un calepin. En fait, je reprends mon exemple. Dans la vie, dans productivité, à l'époque où on avait du papier et des crayons, on utilisait des cahiers, on utilisait aussi des calepins.
Et aujourd'hui, il y a la place pour un calepin. Donc le calepin peut être ton smartphone, mais un bon calepin, il faut que ça soit un peu plus grand qu'un smartphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu utilises des cahiers que tu n'utilises pas des calepins. Non, je comprends tout à fait. Je dirais que cette dose de skeuomorphisme ne me convainc pas forcément, mais j'ai de l'autre côté Corben, qui est quelqu'un de sérieux, qui travaille, qui a Pas sérieux, moi, peut-être. une certaine éthique professionnelle, contrairement à d'autres sur cette émission. Tu vas me dire, Corben, soyons sérieux, c'est une blague cette histoire de... Bon, je force un peu trop le trait pour mon... De double écran, tu veux dire? Ouais, de double écran, quoi. Ouais, le double écran, moi, j'ai du mal à voir. Merci. Corben a raison. Voilà, quelqu'un de raisonnable. À part si augmenter ton risque de péter un écran de plus, quoi. Parce que quand tu fais tomber ton téléphone, déjà, t'as les boules. T'as les boules quand tu pètes un écran, là, t'imagines, t'en pètes 2 ou un sur les deux. Enfin bon, c'est la galère, quoi. Donc, non, bah après, je rejoins Jérôme sur la partie. Les tablettes, par exemple, commencent à devenir. Se rapprochent plus d'une utilisation d'ordinateur classique. Donc, on peut faire plus de choses et ça commence à devenir intéressant pour les gens qui bossent. Et moi, même moi qui ai jamais moi j'ai pas de tablette, hein, je n'en utilise pas. Et là, je commence à regarder en me disant peut-être qu'un jour je pourrais remplacer mon ordi par un MacBook Air, par un iPad ou tu vois quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais sur le côté pliable. Ouais, je suis pas convaincu encore. Ça me paraît. J'ai l'impression que c'est épais en plus ces trucs-là. Enfin, j'ai du mal, quoi. Mais bon. Bon, on aura la réponse de toute façon demain. Moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis presque autant curieux de Windows Lite, Windows Core, que je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais c'est vraiment, pour le coup, une vraie réinvention de Windows pour les appareils plus légers. Ouais, ça m'intrigue vraiment. Il y a un truc très drôle. À l'époque où l'iPad commence à se rapprocher de l'utilisation, même si il y a un débat, mais de l'utilisation d'un ordinateur, donc qui va à l'encontre de la charte Apple qui était on ne fait pas un ordinateur et une tablette, c'est deux choses différentes. Et Microsoft qui disait mais si, on peut tout faire avec le même form factor, est en train de se dire ouais, il faut peut-être qu'on développe quand même un OS qui aille un petit peu mieux. Ça me fait rire en fait, ça me fait sourire. Ça sera intéressant. Oui, bah c'est l'éternelle histoire de la tech. Les gens qui changent un petit peu les choses sont moqués de ceux qui ne le font pas, et ils le font tous, quoi. Apple se moque des gens de certaines choses qui arrivent sur Android, et puis ils font la même chose 2 ans plus tard. C'est systématique, quoi. Mais oui, du coup, clairement, Windows et Microsoft s'étaient plantés, mais là, c'est le Windows et le Microsoft de Satya Nadella qui peut tout. À qui tout sourit. Donc, je suis très curieux de le voir. Et puis, soyons honnêtes quand même, l'utilisation qu'ils feront d'un double écran est quelque chose qui m'intrigue particulièrement aussi. Si c'est juste, on a 2 écrans de Windows et voilà, ou s'ils en font une utilisation qui est vraiment astucieuse, on va dire. Avant d'avancer, Jérôme, quelles sont tes impressions sur le Galaxy Fold en 2 minutes ? C'est un petit peu ce que j'ai dit. En fait, si tu le juges comme un smartphone, c'est un mauvais smartphone. Il est trop épais, il rentre pas dans ta poche, il est trop fragile, tu peux abîmer l'écran avec ton ongle. En termes de smartphone tel qu'on entend les smartphones aujourd'hui, c'est un mauvais smartphone. Par contre, c'est une excellente tablette. C'est une excellente petite tablette. En ça, c'est un meilleur Note que le Note 10 qu'ils ont sorti également, Samsung. En gros, c'est l'avenir du Note. Je suis en train de spoiler la vidéo que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, vous la regarderez quand même. Bien sûr. Mais en gros, oui, le Fold, c'est l'avenir du Note. Ouais. Et il y a quelque chose qui était une niche autrefois, qui, je pense, est un grand marché pour ce type d'objets informatiques qui auront des fonctions smartphone, mais à la limite, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est vraiment des outils que tu mettras dans ton sac et qui te permettront de la productivité à une main, sans même avoir de table, comme en réunion et tout ça, pour prendre des notes, annoter des choses, corriger des documents. Un calepin. Je reviens sur cette histoire de calepin. C'est une bonne image, ouais. Et puis, mine de rien, j'ai été un petit peu moqueur sur le Centaurus, là, mais c'est vrai que l'essence même de ces produits, que ce soit le Fold ou l'appareil Microsoft à venir, l'essence même du truc, c'est que
c'est pliable. Donc, pour un encombrement moindre, on a un écran plus grand. Ou pour un encadrement équivalent, on a un écran encore plus grand. Donc, et ça, c'est forcément attrayant. C'est un concept, on revient à l'idée de concept comme avec la réalité virtuelle. C'est un concept qui est séduisant pour tout le monde. Et intrinsèquement, je veux dire, instinctivement, on comprend à quoi ça peut servir, quoi. Après, juste quand même, le Fold est un objet fascinant pour nous, testeurs tech, parce qu'on sent bien, c'est peu comme avoir le premier iPhone entre les mains, ou le premier iPod, etc. C'est un produit complètement fascinant, inutilisable, je pense, au quotidien, je vais être honnête, pas assez solide, enfin, on va avoir des dégâts là-dessus, ça va être C'est un objet collector, de toute façon, c'est à 2200 €, enfin bon, bref. Mais justement, c'est ce que j'essaye de faire dans mon test, j'essaye de passer cette fascination de technophile, de dire putain, c'est incroyable un écran qui se déplie, c'est magique, pour essayer de me mettre dans la peau de quelqu'un qui doit utiliser ça tous les jours. On attendra le test pour avoir la réponse, du coup. Quelques nouveautés intéressantes dans le monde de la tech, un petit peu pêle-mêle, et puis on va parler un peu de droit aussi juste après parce qu'il y a des décisions importantes. Le Xiaomi Mi Mix Alpha. Alors c'est un téléphone, ça vaut le coup d'aller regarder à quoi ça ressemble. C'est un écran. C'est-à-dire que le téléphone est un écran. Devant, derrière, sur les côtés, c'est un écran qui fait le tour du téléphone. Je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose qui est hyper nécessaire, mais voilà, ça existe maintenant. Les voitures Tesla ont une nouvelle fonction améliorée pour le summon, l'invocation de la voiture, c'est-à-dire qu'ils conseillent de l'utiliser dans les parkings, mais c'est la voiture qui vient à vous, là où vous êtes, en conduite autonome. Et on a déjà un certain nombre d'accidents qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. C'est le truc. En fait, la différence, c'est que c'est vraiment la voiture qui vient à vous en autonome sans qu'il y ait personne dans le véhicule. Donc, évidemment, la première question que tout le monde se pose, c'est mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Et généralement, la réponse a l'air d'être non. Donc, voilà. Uber a entièrement retravaillé son app ou est en train de retravailler son app de manière intéressante. Il faudra peut-être en parler un petit peu plus un jour. Uber veut devenir l'OS pour votre vie. C'est-à-dire que la première étape, c'est quand vous lancez l'app, vous choisissez si vous voulez à manger, donc vous faire livrer à manger, ou si vous voulez aller quelque part, donc commander une voiture Uber, mais c'est une pensée un petit peu plus globale sur ce qu'est Uber, et ils veulent que quand on lance l'app, on va avoir plein de services différents qui pourront être utiles pour, toujours sur la base, on imagine, de ce modèle de transport et de rendre les choses plus pratiques et plus simples pour vous. Je pense que c'est une manière d'essayer d'accéder à de la croissance qui n'est pas inintéressante de la part de Rachowski. J'écorche sans doute son nom aussi, mais le nouveau président de Uber, qui est plus si nouveau que ça fait un moment. Mais donc un gros changement pour Uber, qui dénote peut-être un petit peu aussi du fait que leur profitabilité uniquement sur les transports est peut-être un petit peu plus loin que ce qu'ils imaginaient. Et enfin Netflix, qui fait une expérience en Inde en offrant pendant une courte durée la vision du premier épisode d'une série spécifiquement produite pour le marché indien, mais il l'offre aux gens qui ne sont pas abonnés à Netflix. Donc, c'est peut-être là aussi une réponse intéressante à la concurrence qui devient de plus en plus importante sur les offres de streaming de vidéos. Peut-être qu'une des idées, c'est d'offrir de manière limitée ou moins limitée, on ne sait pas, des épisodes ou des séries phares aux gens qui ne sont pas abonnés, de manière à les inciter pour s'abonner. Ensuite, c'est une décision assez intéressante, je trouve. Parmi toutes ces choses, le téléphone qui fait tout le tour, les Tesla, Uber, Netflix, il y a des choses qui vous intéressent, messieurs ? Tesla, moi j'aime bien. Je trouve ça cool. Après, moi j'ai vu la déconnerie avec un mec qui avait mis un squelette dans la Tesla, puis donc la voiture elle roule toute seule et il disait qu'il était prêt pour Halloween. Mais bon, après, effectivement, si tu te jettes, s'il peut y avoir des accidents, quoi, c'est sûr. Mais elle roule c'est pas ça le truc, très c'est que vite les voitures autonomes. Non, bien sûr, mais c'est pas des accidents qui sont forcément. Enfin, a priori, c'est pas dangereux, mais c'est des accidents où une voiture rentre dans une autre et puis ça les endommage. C'est vraiment la première fois, pas la première fois, mais si, pour une voiture commerciale où on a la voiture qui se conduit toute seule sans même quelqu'un au volant. Alors ils disent bien vous êtes responsable pour votre voiture, machin, mais enfin moi je trouve que c'est plus irresponsable de proposer ça parce que
à moins que ça soit certifié prêt pour l'utilisation. Mais concrètement, on a l'air de voir que c'est pas forcément le cas, quoi. J'aurais pu faire une grosse manette comme Doc Brown dans Retour vers le futur. Voilà, c'est ça. Pour piloter la DeLorean. Voilà, ça aurait été plus cool. Mais bon, ouais. Jérôme, un truc qui t'a... Ouais, moi je pense que c'est intéressant de voir l'évolution d'Uber, effectivement. Comme tu dis, le CEO, il est très discret. Ça nous change par rapport à l'ancien. Et il fait des choses intéressantes. Il a eu quand même du mal à remettre Uber, on va dire, dans le droit chemin. Il n'y est pas encore arrivé. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose à faire sur la mobilité des gens, enfin leur vie. Comme tu dis, de s'occuper du manger, du déplacement, on attend bientôt les Uber Toilets pour nos besoins. Il y a des situations où ça serait assez pratique, hein, ça vous. T'imagines des toilettes autonomes qui viennent te rejoindre au moment où tu as besoin, où que tu sois, et qui t'offrent une privacy. Ou le Uberworks qui t'envoie un mec quand tu n'as pas envie de bosser, qui va bosser à ta place. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on ramène ça à tout ce qu'on a dit sur l'Oculus au début, d'un côté, tu as Facebook qui veut nous faire partir dans des mondes virtuels et échapper à la réalité, et tu as Uber qui veut s'occuper de toutes nos contingences, on va dire, de corps humain, de se déplacer d'un point A à un point B, de manger parce qu'il faut bien entre deux sessions de VR. C'est intéressant toutes ces évolutions. Effrayant aussi, mais intéressant. J'aime bien le terme de corps humain, contrairement aux autres. Dara Khosrowshahi. Voilà. Donc, mes excuses, monsieur le président d'Uber. Un petit peu de droit, donc. Google a le droit d'afficher les résultats qui ont été interdits par le droit à l'oubli en France. Donc, il a le droit de les afficher hors de l'Union européenne. C'était une demande des instances françaises spécifiquement, que quand un résultat devait être caché sur Google France, il devait également être caché sur Google dans tous les pays du monde, et c'est une décision à laquelle Google ne voulait pas accéder, ne voulait pas donner son accord. La Cour de justice de l'Union européenne, je crois que c'est cette instance qui a décidé qu'il n'avait pas à le faire, et pour moi c'est vraiment la victoire de la raison, parce que si on accepte ce genre de choses, ça veut dire que n'importe quelle juridiction a juridiction dans tous les pays. N'importe quelle juridiction de n'importe quel pays a juridiction dans tous les pays. Si demain le gouvernement, on va dire, américain décide que tel résultat doit être caché quelque part, enfin, doit être caché tout court, ils ont le droit de cacher ça partout et dans le monde entier, y compris en France. Il faut quand même une certaine limite à ce droit pour moi, et donc la décision est raisonnable, même si on est d'accord avec le droit à l'oubli, ce que je peux comprendre, à vrai dire, j'étais pas tout à fait pour au départ, mais maintenant je suis relativement convaincu, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'abus. Donc, même si on est pour, je crois qu'il faut des limites, et que les limites sont bonnes si on limite ça au pays dans la juridiction. Je suis d'accord, mais là, ça sert plus à rien en fait le droit à l'oubli, parce que si par exemple, je sais pas, par exemple, t'as ta sextape qui tourne, Patrick. Ouais. Tu vas faire un droit à l'oubli parce que tu veux pas que ta sextape elle tourne comme ça. Elle sera accessible sur n'importe quel service hors Union européenne, et en Europe personne ne l'aura. Mais c'est-à-dire que Google bloque les. Mais donc elle est accessible en fait. Enfin, je veux dire, tu chopes si n'importe tu fais quel un VPN. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est pas vraiment un droit à l'oubli, c'est un droit à masquer en Europe un contenu, mais ça restera. Quoi. Enfin, déjà que c'est dur à effacer en plus. Oui, mais le problème, tu pourras nous donner l'URL de la sextape de Patrick, ça m'intéresse. C'est pas très intéressant. Hein. S'il y en avait une, je vous promets, ça serait pas super intéressant. mais non, effectivement, tu as raison, Corben. Mais l'alternative, d'une part, le droit à l'oubli, c'est pas pour ça. C'est pas pour les gens que des milliers de personnes vont rechercher et aller voir sur les autres Google ce qui est disponible. C'est pas pour eux que c'est fait le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est fait pour une personne qui a fait une erreur ou qui a fait un truc peu recommandable il y a 10 ans, et que
le jour où il cherche un boulot, on fait une recherche Google et c'est tout ce qu'on voit sur lui, alors qu'il a payé sa dette ou il a changé ou Dieu sait quoi. Ouais. C'est pour les gens, entre guillemets, normaux. Et donc il y a une demande, on va dire, raisonnable. Les gens qui vont faire une recherche sur la personne parce qu'ils cherchent un boulot ou quoi que ce soit, vont faire leur recherche sur Google France. Ils vont pas aller mettre leur VPN sur Google États-Unis et puis voir ce qui se passe. Moi, oui, je le ferais. Toi, oui, mais toi, t'es pas une personne normale. T'es une personne qui est un petit peu plus exhaustive, on va dire, dans ses recherches. Et l'alternative, le problème, c'est que si on doit appliquer les restrictions de tous les pays du monde dans tous les pays du monde, je pense que toi, Corben, tu serais le premier à venir nous dire « Ah, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces Américains qui veulent nous imposer qu'on n'a pas le droit de voir des... » Je suis d'accord, c'est un problème insoluble. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Et c'est peut-être la moins pire, celle-là. Mais... Voilà, exactement. Mon mantra dans cette émission, c'est que c'est la moins pire. Il est amputé, enfin tu vois, il est plus, dans l'esprit, c'est plus du droit à l'oubli, quoi. C'est du droit à l'oubli raisonnable. C'est pas du droit à l'oubli absolu. Droit à l'oubli sans VPN. Voilà, c'est ça. C'est pas du droit à l'oubli absolu, c'est du droit à l'oubli raisonnable. Ouais. Google a également annoncé qu'ils allaient contourner la loi, vous vous souvenez de cette loi sur le droit d'auteur qui impose aux moteurs de recherche, et notamment à Google, de payer les publications dont ils utilisent des petits extraits dans leurs résultats de recherche. Ça s'applique notamment à la presse et à Google. C'est-à-dire que quand vous avez le titre d'un article et un court extrait du début de l'article, l'argument était que souvent les lecteurs faisaient une recherche, voyaient ce court extrait et donc n'allaient pas vers l'article. Bien sûr, une partie d'entre eux allaient vers l'article qu'ils avaient trouvé grâce à Google, une autre partie peut-être n'y allait pas, mais les titres de presse se battent contre cette pratique depuis longtemps. Ils ont eu gain de cause avec la loi du Parlement européen, de l'Union européenne sur le droit d'auteur. Google a annoncé, dans ce cas-là, ce qu'on pouvait tout à fait prédire et qui, moi, là encore, me semble parfaitement raisonnable. Ils ont dit, on va supprimer les extraits, mettre simplement l'URL, voire le titre de l'article, parce que c'est ce qui est raisonnable, ce auquel on a droit, et on ne mettra les extraits que pour les titres de presse, les sites qui nous y autoriseront, avec un petit code dans leur page web, qui est très simple, qui autorise Google à mettre les extraits, peut-être une petite photo. Levée d'indignation des titres de presse et de la presse et du gouvernement, dont on ne comprend toujours pas ce qu'il voudrait. Il voudrait que Google soit obligé de mettre tous ces éléments et donc obligé de payer. Évidemment, la solution de Google est raisonnable. Ils enlèvent ça, comme ça ils n'ont pas besoin de payer. Et si les titres de presse veulent donner l'autorisation, évidemment gratuite, ils le font. Et voilà, tout le monde est dans son droit et dans son rôle, je pense. Moi je serais Google, ça me saoulerait tellement que je pense que je prendrais un exemple d'un média qui casse bien les couilles et je le désindexerais de Google Actu pendant juste une semaine, histoire de bien faire stresser tout le monde. C'est ce qui s'était passé en Allemagne et en Espagne quand ils ont eu des lois similaires. Ils ont dit ok, du coup il n'y a plus Google News, pas complètement en Allemagne mais en tout cas en Espagne. La presse est revenue très très vite parce qu'évidemment c'est une énorme partie de leur trafic. Ce que je trouve vraiment très triste, c'est que le débat était intéressant, qu'il y avait des choses intéressantes à faire en concertation peut-être avec Google et discuter. Et là, on fait une loi et la loi, c'est genre on a fait un sac, tiens, on a fait un trou au fond. Ah bah merde, Google s'est échappé par le trou, quoi. Non, excuse-moi, je vais te reprendre un peu, Jérôme. C'est un trou, je comprends ton image tout à fait, mais le trou, c'est là encore pour s'assurer que la loi est raisonnable et qu'elle ne soit pas une sorte d'entrave à la liberté d'expression, parce qu'elle était tellement contraignante, la loi, dans ses premières versions, qu'elle a levé, avec raison, des préoccupations chez tous les défenseurs de la liberté d'expression. On pouvait très bien anticiper quand même. Mais complètement. Je veux dire, Google n'a pas fait un coup de génie en disant « si c'est comme ça, nous, on va faire comme ça, quoi ». Et c'est pour ça que la réaction de la presse et du gouvernement, je pense qu'ils sont dans la posture, quoi. Oui. Non, mais après, moi, tu vois, je suis pas. Je pense qu'il y a un vrai débat à avoir, mais encore une fois, ce qui m'énerve dans toutes ces histoires, il y a zéro concertation. Ça se fait en affrontement. Il y a plein de concertations, mais c'est parce que la presse demande une chose qui est déraisonnable et pas réaliste. Et dans la pratique, disons que l'effet positif de
cette loi, si on veut voir les choses comme ça, c'est que ça met les choses au clair. C'est-à-dire que désormais, Google ne peut plus afficher ces courts extraits qui peuvent, selon certains, porter préjudice aux auteurs qui en sont les auteurs. Et maintenant, ils doivent avoir l'autorisation pour le faire. C'est automatisé. C'est peut-être pas la solution que voulaient les sites de presse, mais au moins, maintenant, ils doivent avoir l'autorisation pour le faire. Je pense qu'on peut pas demander plus. Voilà. Bon, mais allez, oui, vas-y. Oui, non, moi j'ai exactement ce problème. J'utilise encore et beaucoup Flipboard tous les matins. Et bien maintenant, parce qu'il y a certains services qui bloquent, en gros, j'interdis à Flipboard du coup d'aller prendre des articles chez eux. C'est ce qui va se passer, quoi. Tous ceux qui vont bloquer, on n'ira plus les voir. Voilà. Oui, je pense que c'est pour ça que personne va bloquer. Ils sont obligés. Et accessoirement, on dit ça, mais ça amène du trafic, énormément de trafic au site web, et ça leur est bénéfique aussi. C'est évident, je pense, pour nos auditeurs, mais voilà, là, on est dans une discussion qui n'est pas très raisonnable du côté de la presse. Mais même s'ils ont des droits qu'on pourrait discuter et qu'on pourrait faire valoir par ailleurs, mais là, tel que la situation se débloque aujourd'hui, je pense qu'on est au bon équilibre. Les États-Unis et l'Angleterre sont en train de faire voter des lois pour un échange d'informations entre les services de police pour les données des réseaux sociaux, des messageries privées, etc. Donc, tous ces problèmes de « Ah, les serveurs sont hébergés là-bas, donc c'est pas votre juridiction » vont être réglés, ce qui est... Bon, on va dire normal, raisonnable si c'est fait avec l'aval des autorités judiciaires. Le gouvernement français, pour le coup, est en train de préparer la surveillance des réseaux sociaux pour voir s'il y a des gens qui ont un rythme de vie, une vie sociale en décalage par rapport à leur déclaration fiscale. Alors, on se doute bien que ça ne va pas être pour des gens modestes comme Corben. Ils le font déjà un peu, ils le font déjà un peu. C'était déjà un petit peu le cas, mais là, c'est formalisé. Ouais. Donc, si vous avez acheté un yacht et que vous n'avez pas prévenu les autorités de votre dernière rentrée d'argent, évitez d'en mettre les photos sur Instagram si vous voulez frauder. Moi, ce ne sera pas le cas parce que tu vois, on est quoi ? On est le 2 et je suis déjà à découvert. Donc, c'est la merde. Envoyez-moi des bitcoins. Tu sais, Corben, c'est pas forcément quand on est riche qu'on est à découvert. Hein. Quand on est pauvre, je veux dire qu'on est à découvert. Les riches peuvent être à découvert aussi. Donc, je suis peut-être un riche qui s'ignore alors. C'est possible. Et enfin, si vous rêviez d'acheter un robot Boston Dynamics, vous savez les robots hyper effrayants dont on voit les vidéos tourner sur les réseaux, le chien bizarre qui peut pas tomber, les machins. Eh ben ils les vendent maintenant. Bon, c'est dans des contextes très spécifiques pour des trucs de recherche ou ce genre de choses, mais vous pourrez peut-être voir dans le parking du coin un robot effrayant se balader de chez Boston Dynamics. Ça rentre pour le Tesla. C'est ça, entre ça et les Tesla. Ouais, en fait, c'est plus un programme de leasing. Hein, moi, c'est ce que j'ai compris. Il n'y a pas de prix. En fait, tu as un prix à la location. Pour l'instant, il les loue en fait à des grandes entreprises. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que c'est plus juste des vidéos démos de recherche, c'est qu'ils vont être effectivement en circulation, même si c'est pas... Corben, malgré ses millions, il va pas pouvoir aller en acheter un. C'est pour des grandes entreprises qui ont des projets très spécifiques. Et puis on le fait tourner. Hein, je veux dire, après pour du cybersex, je sais pas si c'est très pratique quand même ce genre de robot. Mais... Oui, je crois pas que ça soit le but non plus. Oui. Bon, et enfin, une dernière nouvelle qui n'a rien à voir avec la tech, mais qui enthousiasme absolument tout le monde et qui devrait enthousiasmer tout le monde, c'est que Spider-Man est de retour dans le MCU. Après un mois d'angoisse totale, ça y est, Marvel et Sony ont fait la paix. Donc moi, je respire et j'espère que vous respirez avec moi. Bon, ça n'a rien à voir avec la tech, ça veut dire que cette émission a duré trop longtemps et je vais vous remercier de nous avoir écoutés. Mais avant ça, quand même, je remercie mes 2 co-animateurs d'avoir été avec moi. Jérôme, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et ce fameux test du Galaxy Fold, c'est quand ? Alors, tout ça, c'est sur la chaîne Nowtech, mais là où vous pouvez me retrouver, c'est que j'ai une nouvelle émission le matin. C'est toujours à la même heure, c'est à peu près la même formule, mais on a un nouveau nom. On s'appelle le Mug Nowtech, et c'est tous les matins entre 8h et 9h, du lundi au jeudi sur la chaîne secondaire qui s'appelle Nowtech Live, et le vendredi, on a un Mug spécial avec le supplément brunch qui a lieu sur la chaîne principale, donc Nowtech. Et en plus, c'est disponible en podcast audio. Et c'est disponible en podcast audio. Je me mets en concurrence frontale avec Patrick. Donc voilà, votez pour moi. Si vous voulez une heure de tech, une heure de review tech par jour, le Mug Nowtech. Le Mug Nowtech. Et en plus, notre chaîne principale vient de passer les 200 000 abonnés. Et c'est cool.
Ça y est, bravo. Mais dis-moi, ça va de plus en plus Bravo. vite, c'est fou. Ouais, c'était dimanche soir, j'étais au lit et j'ai vu le compteur tourner. J'espère que tu me parleras encore quand tu auras 1 million d'abonnés. Hein. Bah, je ferais comme les gros youtubeurs, je te ferais payer un selfie. Écoute, pour toi, je paierai n'importe quel prix, Jérôme. Non, en fait, c'est un petit chiffre, c'est un chiffre moyen, on va dire, pour YouTube, mais pour quelqu'un de mon âge, c'est bien. En direct de l'EHPAD. Ouais, non, vous êtes sympa, toi. Non, mais il y a un peu de ça quand même. C'est un média jeune, YouTube, et puis c'est beaucoup l'humour qu'on comprend pas, nous les vieux. Donc bravo, bien joué. Ouais. C'est la qualité Ça, qui fait ça. En fait, un tout petit peu plus sérieusement, et c'est peut-être intéressant, c'est que il y a toute une partie de YouTube qui devient très TF1, course à la vue, beaucoup d'abonnés, et c'est très bien, hein, il faut TF1. Mais il y a une partie de YouTube qui peut vivre avec des émissions plus segmentantes et des choses un petit peu plus niches. Il y a des business models possibles. Voilà, c'est le message d'espoir que je voulais donner. YouTube ne deviendra pas un grand TF1 des pranks et des coussins péteurs. Ouais. Nous croyons en toi, Jérôme. En même temps, l'humour coussin péteur, ça t'est pas complètement étranger non plus, donc je suis pas certain. D'ailleurs, j'ai une vidéo en préparation là-dessus. Ok. Corben, où est-ce qu'on te retrouve ? Moi, sur à le part blog, sur ton yacht. Alors, sur le blog corben.info, sur le yacht, effectivement, mais il n'y a pas la mer en Auvergne, donc c'est un peu difficile. Et sur, comme on parlait de t'as YouTube, l'hélico pour ça. je peux parler de Webosor, peut-être. Ah, mais complètement. Que j'anime avec Rémi, qui est le créateur du site Dans ton chat, que vous connaissez sûrement. Et donc, on essaye, en tout cas, de toutes les semaines, de faire un live YouTube où on parle de la tech aussi, mais avec un angle un peu vieux con, Webosor, quoi, un angle de dinosaure du web. Et voilà. Et là, cette semaine, on enregistre jeudi midi. Donc là, c'est créé sur la chaîne YouTube Webosor. On va recevoir quelqu'un de la Quadrature qui va nous parler de la Smart City au service de la police. Voilà. Très intéressant, sujet qu'on a couvert aussi ces derniers temps dans l'émission. C'est une grosse problématique, donc intéressant. Super. Merci Corben. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr si vous voulez venir commenter sur tous les sujets qu'on a couverts. Commenter en bien ou en mal, évidemment. On vous écoute avec attention. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous appréciez l'émission, si vous êtes content de la voir quand elle apparaît dans votre app de podcast, peut-être pensez à soutenir pour un petit café, une petite bière. Ça nous ferait hyper plaisir et ça aide l'émission. Ça fait que l'émission existe. Donc merci à vous tous. Patreon.com/rdvtech. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous!